AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la vie associative, on va en parler avec votre invité du jour, Marlène Schiappa, qui est dans nos studios, secrétaire d'État en charge notamment de la vie associative. C'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, c'est une cause qui me tient à cœur, effectivement, le monde associatif. 49% des Français déclarent être engagés dans une association ou une organisation non lucrative et 20 millions de bénévoles œuvrent aujourd'hui dans le paysage associatif français. 37% sont des femmes, 35% des hommes, 34% ont moins de 35 ans, 42% plus de 65 ans. Et le nombre de personnes qui n'ont jamais donné du temps pour les autres diminue d'année en année, 44% en 2010, 37% en 2022. L'enquête d'Aris Interactive de novembre 2022, réalisée pour le secrétariat d'État chargé de l'économie solidaire sociale et solidaire, nous éclaire sur les associations préférées des Français, dont voici le top 10. En tête, les Restos du Cœur, suivis par la SPA, la Croix-Rouge française, la Ligue contre le cancer, la Banque alimentaire et Action contre la faim, l'UNICEF, le Téléthon, Emmaüs Solidarité et WW France. En fait, de très grosses associations nationales, celles qui reçoivent le plus de dons, celles qui de fait sont les plus médiatisées. Si la plus grande et la plus riche organisation humanitaire du monde, avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, est la fondation Bill et Melinda Gates, notre tissu associatif français est considérable. Près d'1 500 000 associations en activité, presque 153 000 associations employant 1 700 000 salariés, dont 50% dans le secteur social. Alors pourquoi être bénévole dans une association ? Selon la dernière étude EFOP pour Recherche et Solidarité, 86% des bénévoles sont portés par la volonté d'être utiles et d'agir pour les autres. 47% par la cause défendue, 32% par le désir d'appartenir à un collectif. Être bénévole, c'est synonyme de passion, d'enthousiasme, de collectif, et les motivations s'expriment à 49% autour d'une valeur citoyenne, une mission largement préférée à celle du militantisme qui ne recueille que 9% des suffrages. Et c'est pour soi qu'on est bénévole. À 47%, on y trouve un épanouissement personnel, à 23% l'acquisition d'une compétence, à 14% le désir d'exercer une responsabilité et à 18% une reconnaissance sociale. Et si les générations plus âgées sont plus hésitantes à revendiquer des motivations personnelles, elles n'en demeurent pas moins sensibles à leur propre épanouissement et à une attente de véritable reconnaissance de leur engagement. Cette reconnaissance sociale de l'engagement est importante. Les élans de solidarité largement médiatisés pendant la crise de Covid ont consolidé le sentiment d'être en première ligne et incitent aujourd'hui près d'un bénévole sur 5 à afficher la reconnaissance sociale comme motivation à l'engagement. C'est un indicateur précieux et important pour les dirigeants d'associations et pour les pouvoirs publics, car l'engagement associatif est un cercle vertueux. C'est une chance d'épanouissement, de développement, de qualité citoyenne, de partage, d'adhésion à un projet collectif. Cet engagement, il convient de le préserver, le choyer, lui réserver de l'attention et de la reconnaissance. Et on en parle justement avec votre invité du jour, Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Bienvenue dans les studios de Sud Radio. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. La force de l'engagement, une émission faite pour vous. Absolument. Alors vous êtes une des personnalités les plus connues des gouvernements Macron. Vous êtes engagée très tôt à ses côtés, dès sa première campagne présidentielle. Vous avez été nommée d'ailleurs en 2017 secrétaire d'État chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous sommes à 3 jours de la journée internationale des droits des femmes. Donc on reviendra tout à l'heure sur les nombreuses actions que vous avez engagées sur la lutte contre les violences de toute nature faites aux femmes. En juillet 2020, vous devenez ministre délégué chargé de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et en juillet 22, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative auprès de la première ministre Isabelle Borne. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'actualité politique ou syndicale, mais plutôt des enjeux de votre secrétariat d'État. Quels sont-ils ? Mais écoutez, d'abord, je suis ravie d'être là parce qu'effectivement, cette belle émission sur l'engagement, de plus portée par vous, chère Muriel, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Et c'est vrai que dans mon ministère, on veut... en fait, d'abord, je trouve que c'est le ministère de tous ceux qui pensent qu'on fait mieux ensemble que tout seul. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment tout ce qui regroupe les fondations d'entreprise, les coopératives, les ateliers d'insertion. Et la vie associative, c'est toutes les personnes qui un jour se sont dit « Moi, j'ai envie de défendre une cause, j'ai envie de faire quelque chose, mais je vais pas le faire tout seul dans mon coin. Je vais me regrouper avec d'autres personnes et on va agir ensemble. » Et nos grandes priorités, c'est simplifier la vie associative, c'est-à-dire moins de paperasse.
j'adore la France, mais on est quand même vraiment le pays des champions de la paperasse, de la norme, du formulaire à remplir, en 8 exemplaires signés, etc. Donc simplifier et ensuite valoriser, comme vous le faites sur cette émission sur Sud Radio, valoriser l'engagement, valoriser les parcours du plus jeune âge à la retraite de toutes les personnes qui s'engagent pour les autres. D'ailleurs, en mois de décembre 2022, vous avez lancé les assises de la simplification associative qui ont mobilisé plus de 15 000 personnes. Alors la finalité de ces assises, c'est ça? Moins de paperasse, c'est plus de bénévolat? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui s'engage dans une association, il ne le fait pas par l'amour de remplir 12 CERFA. Il le fait parce qu'il a envie de porter une cause, de faire quelque chose. Et ce temps occupé par les bénévoles à remplir des papiers, en fait, il entrave finalement l'action associative. Donc l'idée pour nous, c'est de regarder un petit peu tous ces formulaires qui sont en trop, de simplifier aussi les relations avec l'État, de dire qu'on peut avoir peut-être un guichet unique au lieu de remplir plusieurs fois le même formulaire et que tout ça soit en fait plus fluide, plus agile et plus simple. Alors étant moi-même à la tête d'une association, je ne peux qu'approuver. Alors vous êtes marié, vous avez 2 filles. Alors peut-être ceci explique peut-être cela, car très tôt et très vite, vous vous êtes intéressé à la vie des femmes, oui. À leurs attentes, à leurs contraintes, à leurs empêchements. Cet intérêt, on le trouve partout dans votre parcours. Présidente d'association, autrice, fondatrice d'un blog, conseillère ministérielle, élue locale. D'où vient cet engagement pour l'égalité ? Écoutez, c'est vrai que j'ai été élevée en grande partie par mon père, par mes 2 parents et ensuite à partir de l'adolescence par mon père. Et donc j'avais beaucoup de conversations avec mon père et ma sœur pour essayer d'expliquer à mon père à quel point c'était différent pour nous, par exemple, de sortir dans la cité. Quand notre père nous disait le quartier, on habite dans un quartier très sûr, et avec ma sœur on lui disait non, pas du tout, c'est pas du tout sûr pour nous. Quand on est une fille de 15 ans, c'est pas la même chose que quand on est un homme de plus de 40 ans de sortir dans la rue. Et en fait, j'étais frappée de voir à quel point je devais expliquer ces inégalités. C'est vrai que quand j'ai une fille, je travaillais dans une agence de pub à l'époque et je voyais beaucoup à quel point pour les hommes, avoir des enfants n'avait pas l'air d'être un frein. Ça les empêchait pas de prendre des grandes pauses déjeuner, de partir tard, de faire du réseau, etc. Et je voyais les femmes chefs de pub qui mangeaient un sandwich en commandant les courses sur Carrefour.fr. Elles avaient toujours des appels de la nounou. Moi, j'avais 24 ans, je trouvais ça avait l'air vraiment galère. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Maman Travail, un grand réseau qui a réuni jusqu'à 15 000 membres pour partager justement sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, vous avez arrêté de travailler quand vous avez eu votre première fille. Donc, en fait, vous avez arrêté ce monde de la pub, vous vous êtes occupé un petit peu de votre fille, vous avez très vite réinvesti le monde professionnel. Cette balance, c'est ce que les femmes font souvent ? Oui, moi, j'ai pas arrêté de culpabiliser en réalité. Maintenant, beaucoup moins. Mais parce qu'elles sont plus grandes aussi, peut-être. Et puis parce qu'avec la sérénité et justement le partage avec d'autres femmes, on comprend que c'est pas nous qui sommes des mauvaises mères, mais que c'est une question d'organisation systémique. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ma première fille, j'ai démissionné pour me mettre à mon compte, pour la garder. J'emmenais partout avec moi. Encore une fois, j'étais jeune. Je l'ai eu à 24 ans. Et donc, moi, j'étais cette nana indépendante de 24 ans qui a pas de réseau, qui a pas de patrimoine et pas d'argent et qui se trimballe avec son bébé partout pour aller dire hey, salut, je fais de la com et j'aimerais vraiment travailler pour vous. Voilà. Et finalement, ça a pas si mal marché. Comme quoi, quand on est authentique et aligné avec soi-même, en fait, je pense que les messages sont bien perçus. Alors, on a vu un petit peu les attentes des associations et celles des bénévoles, que j'ai un peu détaillé dans ma chronique. Cette revendication de reconnaissance, vous la comprenez, cette revendication et cette attente de reconnaissance, en particulier de l'État et des pouvoirs publics, et comment on pourrait y répondre ? Oui, bien sûr que je la comprends, parce que quand on est bénévole, on est confronté en première ligne à des choses très dures, bien plus que les ministres, il faut le dire. Quand vous êtes bénévole et que vous faites une maraude, eh bien, la pauvreté, c'est pas pour vous quelque chose de théorique. Ce sont des gens que vous regardez les yeux dans les yeux, vous parlez avec eux, vous les touchez, vous voyez leurs conditions, vous voyez qu'il fait nuit, ils ont qu'une petite couverture, pas toujours à boire et à manger. Donc, bien sûr, je comprends ce besoin, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de l'entourage. C'est pour ça qu'on a créé des médailles du bénévolat, mais aussi la possibilité de transformer son expérience en diplôme grâce aux validations des acquis de l'expérience. On parlait de la reconnaissance de l'État, il y a aussi la reconnaissance de vos proches. Quand vous expliquez à votre famille que vous ne serez pas là pour le réveillon du 24 décembre parce que vous tenez une permanence téléphonique, par exemple pour une association qui aide les personnes isolées, les proches ne le comprennent pas toujours. Si vous allez travailler, au moins vous pouvez dire j'ai pas choisi, c'est une contrainte, je vais travailler. Mais là vous dites c'est mon choix et en plus je serai pas payé, mais je serai pas là parce que je veux donner de mon temps aux autres. C'est à la fois magnifique et en même temps la médaille, le diplôme, ça permet aussi cette reconnaissance. Oui, ça y participe. Alors moi j'entends régulièrement qu'il y a une différence de traitement, d'attention, surtout de financement, entre les grosses associations, souvent assimilées à des entreprises, et les plus petites, celles que l'on appelle maintenant les associations de nouvelle génération. Qu'en pensez-vous ?
Oui, d'abord, c'est un constat que je partage. D'abord, il y a des associations qui sont opératrices de l'État. Si je prends par exemple le 3919, qui est l'association qui répond sur les violences conjugales, elle est largement financée par l'État parce qu'on considère qu'elle fait une mission de service public. Vous avez des associations qui ne sont pas du tout financées. Moi, c'était le cas de l'asso que j'ai présidé 10 ans. Je n'avais pas 1 euro d'argent public. J'avais des partenaires privés qui nous aidaient à monter nos actions. Mais c'est vrai que quand on est une grosse asso, qu'on existe depuis 40 ans, qu'on a pignon sur rue, c'est évidemment beaucoup plus facile quand vous avez des personnes à plein temps pour justement remplir ces demandes de subventions, ces appels à projets, que quand vous êtes une petite association. Moi, j'ai toujours essayé d'aller voir les petites assos. Ouais. J'avais créé un fonds qui s'appelle le Fonds Catherine pour aller voir, par exemple, les petites associations de défense des femmes dans les territoires, en milieu rural, en milieu périurbain, pour faire en sorte justement que ce ne soit pas que les grosses têtes de réseau qui puissent savoir comment être financées. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais, d'ailleurs, dans ce monde associatif, les entreprises jouent un rôle de plus en plus important, parce qu'en fait, le monde associatif, ça joue un rôle considérable dans notre société. Vous êtes d'accord avec moi? On va pas débattre de cela. Les associations répondent à une énorme demande dans tous les secteurs. Le sport, la culture, la défense des droits, l'éducation, la santé, l'aide aux plus démunis. Enfin, la liste est hyper longue. Aux côtés de l'État, moi, j'ai le sentiment que les entreprises s'investissent de plus en plus. Vous partagez ce constat et vous pensez qu'elles doivent être aux côtés des associations, ces entreprises? Oui, complètement. Je vois qu'on a de plus en plus besoin de sens au travail et c'est vrai que les entreprises l'ont compris et c'est pour elles une partie de leur engagement. Alors, soit par le biais de fondations d'entreprises, soit en aidant des associations directement, en les finançant, en faisant du mentorat, du mécénat de compétences, c'est-à-dire mettre à disposition une personne, un cadre, je sais pas, marketing par exemple, de votre entreprise. Vous le mettez à disposition d'une association pour l'aider à se déployer, à se faire connaître. C'est extrêmement important cet engagement des entreprises et on les encourage bien sûr. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques jours, c'est la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Évidemment, on vous connaît beaucoup dans ces actions de lutte contre les violences faites aux femmes, de lutte contre les inégalités. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier ? Écoutez, très sincèrement, c'est dur de dire qu'on est fier de quelque chose dans ce sujet tellement difficile. Mais néanmoins, je pense que j'ai, avec le président Emmanuel Macron, porté le combat pour l'égalité femmes-hommes et notamment face aux violences conjugales. On n'utilisait pas le mot féminicide avant que je ne l'utilise dans le cadre du meurtre d'Alexia Fouillot. Et donc ce combat pour rendre visibles les violences conjugales et qu'enfin on considère dans la société que c'est une indignité, il me tient à cœur. On a fait donc le Grenelle des violences conjugales, 4 lois, 160 mesures. Donc je trouve que c'est un combat qui doit continuer à être mené. Mais à chaque fois que j'ai une femme qui me dit j'ai réussi à quitter mon mari, j'ai réussi à appeler une association, j'ai réussi à trouver de l'aide ou simplement à mettre des mots sur cette souffrance que je vivais, je me dis que c'est un petit combat gagné. Et on est d'accord, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, je partage ce sentiment. Malheureusement, les chiffres sont toujours terribles. Ouais. Qu'est-ce qui manque ? Je pense qu'il manque un consensus dans la société. Parce que quand vous regardez les chiffres, l'année du confinement, ça baisse drastiquement. Pourquoi ? D'abord parce que comme on est confiné, il n'y a pas de rupture et la rupture est toujours l'élément déclencheur du féminicide. Enfin, pas toujours, mais souvent. D'une part. Et d'autre part, parce qu'il y a une vraie mobilisation. Parce que les grands magasins créent des permanences à ma demande avec des policiers et des associations pour écouter la parole des femmes. Parce que ça devient un sujet. On s'interroge sur le confinement. Donc tout le monde se dit mais que faire de ces femmes confinées avec leurs bourreaux, etc. Ça doit nous montrer ces chiffres que quand il y a une mobilisation générale de la société, eh bien on y arrive. Or, on a encore entendu récemment des débats pour dire que une gifle, si c'est de temps en temps, si c'est pas tous les jours, si c'est pas si fort que ça, c'est pas très grave. Et il y a encore cette petite musique dans la société qui vise à dire que au fond, une femme qui est frappée par son mari, elle a dû bien le chercher quelque part. Et cette petite musique, elle existe. Il n'y a pas de consensus en France aujourd'hui contre les violences conjugales. Et je suis persuadée que même de bonne foi, des gens qui sont en train d'écouter votre émission sont en train de se dire oui, mais c'est vrai, mais parfois, peut-être, elle a cherché, on ne sait pas, etc. Voilà. Parce qu'en fait, on baigne encore dans cette culture en France, héritée du Code Napoléon, du pater familias, qui a tous les droits sur sa femme et ses enfants, y compris de les frapper ou de les violenter. Et il y a aussi, d'après le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme qui est sorti et que je suis sûre vous avez lu attentivement, il y a aussi cette nouvelle génération. Quand on voit que la majorité des jeunes de moins de 25 ans considèrent qu'effectivement une gifle, c'est pas si grave, ça veut dire que sur l'éducation, il reste beaucoup de choses à faire. Complètement, vous avez complètement raison. Ce rapport d'ailleurs est très intéressant en ce qu'il nous montre, je trouve, qu'il y a une forme d'avancée sur l'égalité femmes-hommes à 2 vitesses. Parce qu'on voit tout le temps dans les médias ces jeunes extrêmement engagés pour le climat, pour l'égalité femmes-hommes, et c'est formidable. Mais
c'est pas la majorité des jeunes. Moi, quand j'étais élue locale, j'étais élue en Sarthe. Je suis originaire de Corse. Je peux vous dire qu'il y a des zones dans lesquelles on n'a pas accès aux associations. Il y a encore des endroits dans lesquels les filles tombent enceintes à 16 ans ou 17 ans, se retrouvent mères de familles nombreuses à 21 ou 22 ans et finalement n'ont pas de possibilité d'être émancipées, de gagner leur propre argent et tombent dans une spirale dans laquelle elles deviennent économiquement très dépendantes. Et ça, c'est un énorme problème parce que quand on est dépendante économiquement de l'homme avec lequel on vit, ça veut dire qu'on n'a pas la liberté à un moment de partir si d'aventure ça se passait mal. Alors je veux dire quand même que je parle là d'un cas général. Je veux rappeler que bien sûr tous les hommes ne sont pas violents, c'est une la palissade, mais je pense que c'est important de le dire. Et Dieu merci. Et qu'il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs de plus en plus qui s'engagent dans cette cause et qui sont aussi des confidents pour ces femmes qui les aident à s'en sortir. Et ça c'est important, il faut le saluer. Oui, c'est hommes et femmes. On arrivera peut-être ensemble à résoudre cette problématique. Exactement. Madame la ministre, merci. On va terminer cette conversation avec peut-être quelques outils que vous pourriez recommander aux associations et aux bénévoles qui nous écoutent, notamment association.gouv.fr. Bien sûr, association.gouv.fr. Pour ce qui concerne les violences conjugales, le 3919, je mentionne un petit guide juridique qu'on a écrit chez Dalloz. Tous les droits sont reversés au 3919, qui s'appelle le guide des femmes face aux violences et qui permet de connaître toutes les lois et tous ces droits. Ça me semble aussi important. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Merci à vous, Marlène Schiappa. Merci beaucoup. Et à dimanche prochain, Muriel Réus, pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.